Bonjour. Le 9 octobre 2003, les enquêteurs du commissariat de Gouguidong sont appelés en renfort sur une scène de crime. Une maison du quartier a été le théâtre d'un triple meurtre. Alors qu'ils procèdent aux premières constatations et gèlent la scène de crime, le directeur d'enquête remarque la présence de deux individus louches rôdant autour des lieux. Après vérification, il s'avère que ces deux individus sont en réalité des inspecteurs de la police de Gangnam. Les enquêteurs de Gouguidong apprennent alors qu'une affaire similaire à la leur s'est déroulée 2 semaines plus tôt dans le quartier de Zinzadong. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'entre autres horreurs, ces deux massacres sont l'œuvre de Yu Yung-chul, qui sera plus tard surnommé The Raincoat Killer, ou en français, le tueur à l'imperméable. Bienvenue dans l'œil du crime. De septembre 2003 à juillet 2004, Yu Yung-chul a terrorisé Séoul en commettant plus d'une vingtaine de meurtres. Comment en est-il arrivé là? Comme pour beaucoup de tueurs en série, une partie des réponses est à chercher dans son passé. C'est ce que nous verrons dans la genèse du tueur. Yu Yung-chul naît le 18 avril 1970 dans le district du Gochang, au sud de la Corée. Quelques années après sa naissance, ses parents se séparent et il déménage avec son père à Séoul, dans le quartier de Mapo. Issu d'une famille pauvre, le jeune Yu Yung-chul est victime d'intimidation de la part de ses camarades et il gardera de cet épisode de sa vie une haine tenace envers les riches. Plus tard, Yu Yung-chul se passionne pour les arts, notamment le chant et la guitare. Il cherchera à entrer au lycée d'art de Séoul, mais ses mauvais résultats scolaires le feront refuser. Il finira par fréquenter un autre lycée et, en 1991, il épousera sa petite amie et de leur union naîtra un fils. Marié et père de famille, on pourrait croire que Yu Yung-chul allait mener une vie calme et sereine. Il n'en sera rien. Le parcours. En 1991, Yu Yung-chul sera arrêté une première fois pour vol et condamné à 10 mois de prison. Il récidivera 2 ans plus tard et se verra infliger une peine de 8 mois de prison. Ne retenant pas les leçons de ses erreurs, Yu Yung-chul sera surpris en 1995 en train de vendre de la pornographie juvénile. Il sera pour cela condamné à 2 ans et demi de prison. Il montera encore d'un cran dans l'échelle de la délinquance en 2000 lorsqu'il agressera sexuellement une jeune fille de 15 ans. Pour ce crime, il sera condamné à 3 ans et demi de prison. Cette condamnation est celle de trop pour sa femme, qui demandera le divorce. Yu Yung-chul sera libéré le 11 septembre 2003. Et, 2 semaines plus tard, il commettra son premier meurtre. L'affaire de Zinzadong. Le 24 septembre 2003, Lee Dok-soo, un professeur d'université à la retraite, et son épouse sont violemment attaqués à leur domicile. L'homme est poignardé au cou et le couple est battu à mort. Lorsqu'ils arrivent sur les lieux, le désordre qui règne dans la maison fait penser aux inspecteurs de Gangnam à un cambriolage qui aurait mal tourné. Mais cette hypothèse sera rapidement écartée lorsqu'ils constateront la présence d'argent dans le coffre-fort. Les inspecteurs de la police de Gangnam n'auront aucune piste jusqu'à ce qu'ils entendent parler de l'affaire de Gouguidong. Le 9 octobre 2003, une grand-mère, sa belle-fille et son petit-fils sont pris pour cible à leur domicile. La grand-mère est mortellement battue dans le salon. Attirée par les cris, la mère de famille descend les escaliers et tombe nez à nez avec le tueur. Elle sera, elle aussi, battue à mort. Le tueur trouvera le fils à l'étage et le forcera à s'agenouiller avant de l'assassiner froidement. Le meurtre sera signalé par le mari en rentrant de son travail. Lorsqu'ils arrivent sur la scène de crime, les enquêteurs sont surpris par l'ampleur des blessures des victimes. Leurs crânes sont tellement fracassés qu'ils n'ont aucune idée de ce que pourrait être l'arme du crime. Ils testeront les différents outils existants sur le marché, mais aucun
ne correspondra. Alors qu'ils interrogent leur seul suspect, Ko Jung-won, à la fois fils, époux et père des 3 victimes, les enquêteurs remarquent la présence d'individus suspects autour des lieux. Ils seront surpris d'apprendre qu'il s'agit de leurs collègues de Gangnam. Ils sont surpris parce que, en raison du système de promotion mis en place pour la police à l'époque, chaque commissariat a sa propre zone de juridiction et souhaite atteindre un ratio arrestation-crime le plus proche possible de 100% pour être bien évalué et avoir une promotion. Du coup, ils ne s'intéressent pas aux affaires sortant de leur zone de juridiction. Ils se demandent alors ce que les inspecteurs de Gangnam font là, puisque Gugidong se trouve dans le Jongno. Ils ignoraient évidemment tout de l'affaire de Zinzadong. Étant un entrepreneur humble et apprécié de ses employés, Ko Jung-won n'avait ni de relations extra-conjugales, ni de problèmes d'argent, et personne ne lui en voulait. Souffrant sincèrement de la disparition de sa famille, il sera écarté de la liste des suspects. Dans leurs investigations, les enquêteurs trouvent une trace de pas ensanglantée. Après s'être assuré qu'elle n'appartenait pas à un membre de la famille, les enquêteurs en déduisent qu'elle appartient au tueur. Connu comme le premier profileur de Corée, Kwon Il-yeon a le sentiment que les 2 affaires sont connectées, puisque des personnes aisées ont à chaque fois été prises pour cible et tuées de la même façon. Mais il n'a aucun moyen de le prouver. Il se penche alors sur les affaires survenues durant les 30 années précédentes et constate que la tête était le plus souvent visée lorsque le meurtrier agissait par colère ou ressentiment. Comme aucun objet de valeur n'a été volé lors des 2 attaques, l'enquête est orientée vers un suspect ayant des troubles mentaux. Les enquêteurs se rendent dans un hôpital public à Cheongguk-dong, prenant en charge des patients atteints du trouble du comportement. Mais le personnel de l'hôpital n'a admis aucun patient correspondant au profil recherché par les enquêteurs. L'enquête piétine et une 3e affaire se produit. L'affaire de Samsung-dong. Une semaine après l'affaire de Gugidong, un nouveau meurtre est commis à Samsung-dong. Une femme âgée est agressée à son domicile. Elle est traînée jusque dans la salle de bain et battue à mort. Appelés sur la scène de crime, les enquêteurs inspectent la maison et ses alentours. Ils remarquent alors une empreinte de chaussure partiellement effacée sur un boîtier de climatisation. L'empreinte est comparée à celle retrouvée sur la scène de Gugidong et elle correspond. L'aspect des blessures des victimes de Zinzadong, Gugidong et Samsung-dong porte à croire que la même arme a été utilisée à chaque fois. Face aux similitudes de toutes ces affaires, les enquêteurs sont convaincus d'avoir affaire à un tueur en série. Mais leur hiérarchie, beaucoup moins. Un tueur en série chez nous? Mais non, penses-tu? Pas chez nous. Bah si. Le 18 novembre 2003, un nouveau massacre et un incendie criminel se produisent dans une maison à Yeouadong. Le propriétaire des lieux, un homme de 87 ans, et sa femme de ménage sont tués et leurs corps sont partiellement brûlés. Les secours parviennent à sauver un bébé d'1 an et à l'emmener à l'hôpital. Les enquêteurs pensent d'abord que cette 4e affaire est différente des 3 précédentes, en raison de l'incendie qui a suivi les meurtres. Mais ils retrouveront une trace de pas identique à celle retrouvée à Gugidong et Samsung-dong. Les 4 affaires sont connectées. Devant l'ampleur de cette affaire sans précédent en Corée, l'enquête est centralisée et tous les commissariats de Séoul unissent leurs efforts pour attraper le premier tueur en série connu en Corée. Le terme de tueur en série est dès lors largement diffusé par les médias et les Séoulites sont plongés dans la psychose. Alors que l'enquête piétine, la chance finit par sourire aux enquêteurs. Malgré le manque de caméras de vidéosurveillance à l'époque, ils en repèrent une dans un grand bâtiment situé sur la route principale menant à la scène de Yeouadong. La caméra est orientée vers l'intérieur pour filmer les allées et venues des employés, mais la route est tout de même partiellement filmée. La caméra filmera une image cruciale. Un homme d'environ 1,68 m passe de dos devant elle. La vidéo est montrée à la famille de la victime, qui reconnaîtra pas l'homme puisqu'il est de dos et que l'image a été prise à distance, mais elle reconnaîtra la veste qu'il porte comme appartenant à la victime. Les enquêteurs ont enfin une image du tueur. Même s'ils n'ont pas de visage, ils hésitent à rendre la vidéo publique. D'une part, ils craignent que le tueur ne change de méthode et que la traque ne devienne plus difficile encore. D'autre part, ils espèrent que la diffusion de la vidéo ait un impact psychologique suffisamment fort sur le tueur pour qu'il interrompe ses meurtres. Les enquêteurs finissent par rendre la vidéo publique en promettant une récompense de 50 millions de dollars
pour toute information leur permettant de capturer le tueur. Et 10 000 avis de recherche sont placardés dans Séoul. Pari gagnant pour les enquêteurs. Mais temporairement. Pendant que les enquêteurs profitent de l'accalmie causée par la diffusion de la vidéo pour inspecter les scènes de crime à la recherche d'autres indices, Yoo-Young-chul commence à entretenir une relation avec une escort girl. Mais cette dernière finira par tomber sur son casier judiciaire et décidera de le quitter, en lui faisant comprendre qu'elle souhaite ne plus jamais le revoir. Cette rupture motivera Yoo-Young-chul à reprendre ses meurtres et attisera sa haine envers les femmes. Il changera dès lors de cible et de mode opératoire. En décembre 2003, 4 meurtres de jeunes femmes se succèdent dans le sud-ouest de Séoul. La première victime sera trouvée à Shin-gil-dong, la deuxième à Bukchang-dong, la troisième à Geumho-dong et la quatrième à Dongsan-dong. Toutes ont été attaquées par derrière avec un couteau ou une arme contondante en pleine rue alors qu'elles marchaient seules. Les enquêteurs peinent à croire qu'il s'agit du même tueur, tant les modes opératoires divergent. Dans les 4 premières affaires, le tueur pénétrait par effraction chez ses victimes, tandis que les meurtres du sud-ouest ont été commis par un individu qui attaquait ses victimes en pleine rue avant de s'enfuir. Les enquêteurs envisagent l'hypothèse qu'il y ait 2 tueurs en série sévissant à Séoul, mais il s'agit bien dans tous les cas de l'œuvre de Yoo-Young-chul. Yoo-Young-chul a déjà fait 12 victimes, mais il ne s'arrêtera pas là. Comme tout tueur en série, Yoo-Young-chul cherchera à dépasser les obstacles l'empêchant de commettre les meurtres qu'il fantasme. Pour cela, il changera à nouveau de cible et de mode opératoire. Bien qu'illégale en Corée, la prostitution y est officieusement tolérée et très présente, notamment en raison de policiers corrompus qui ferment les yeux sur le problème en acceptant les pots de vin des proxénètes. Les femmes faisant commerce de leur corps sont traitées comme des moins que rien, et la plupart des travailleuses du sexe, n'ayant pas de contact avec leur famille, personne ne se souciera de leur disparition. Pas même leurs employeurs qui craignaient que la police ne les fasse fermer s'ils comptaient trop de disparitions parmi leurs hôtesses. C'est précisément ce qu'exploitera Yoo-Young-chul pour commettre une nouvelle série de meurtres. Il appellera une maison close pour faire venir une fille chez lui. Après avoir entretenu une relation sexuelle avec elle, il la laissera se refaire une beauté dans la salle de bain avant de s'emparer d'un marteau posé sur une étagère et de la tuer en la frappant violemment à la tête et de découper son corps en 16 morceaux. Il appellera cyniquement la porte de sa salle de bain le passage entre la vie et la mort. Maintenant qu'il a un cadavre chez lui, Yoo-Young-chul doit trouver une solution pour le faire sortir sans se faire remarquer. Et quand on habite au 3e étage d'un immeuble, c'est assez compliqué de sortir avec un corps sans se faire remarquer. Il va donc falloir trouver une solution. Et notre ami Yoo-Young-chul va finir par la trouver. Afin de masquer l'odeur du cadavre, Yoo-Young-chul ajoute du kimchi aux morceaux de corps et place le tout dans les sacs poubelles. Il sort de chez lui avec les sacs et appelle un taxi. Le chauffeur sent l'odeur nauséabonde émanant des sacs poubelles et lui demande ce que c'est. Yoo-Young-chul lui répond que c'est du vieux kimchi. Rien de tel que de combattre la puanteur par la puanteur. Le chauffeur ne pose pas plus de questions et Yoo-Young-chul descend du taxi pour se diriger vers un terrain vague, accessible uniquement à pied, pour y enterrer le corps. Il appliquera cette méthode à plusieurs reprises et à des intervalles de plus en plus rapprochés. D'abord, un meurtre par mois, puis un tous les 15 jours, pour finir par tuer une fois par semaine. Yoo-Young-chul a vraiment pris la confiance. Mais il oubliera que quand on se montre trop sûr de soi, on finit par commettre une erreur qui nous amène à la chute. Un propriétaire de maison close, ancien policier, finit par remarquer que ses hôtesses disparaissent les unes après les autres. Il enverra des gens à leur recherche, mais aucune ne reviendra. Pensant d'abord qu'elles se sont enfuies, il finit par avoir la conviction qu'il leur est arrivé quelque chose. Le 15 juillet 2004, un homme appelle la maison close. Le propriétaire reconnaît tout de suite le numéro comme appartenant à l'une des prostituées disparues. Se disant que l'homme appelant avec ce numéro pouvait être le responsable des disparitions, le propriétaire contacte immédiatement les enquêteurs. Un inspecteur arrive sur place une demi-heure plus tard. L'inspecteur et le propriétaire de la maison close décident d'attendre que le numéro rappelle. Cela finit par se produire. L'homme demande à retrouver une fille dans un parc à proximité de l'université de Hongik. Suivi de loin par l'inspecteur,
une fille est envoyée vers le lieu de rendez-vous. Et lorsqu'elle arrive au lieu de rendez-vous, l'homme la congédie parce qu'elle est trop grande. Les enquêteurs comprendront plus tard que Yoo-Young-chul choisissait des femmes ni trop grandes, ni trop en chair, car plus facile à faire disparaître selon lui. L'homme appelle une autre fille et lui donne rendez-vous dans une ruelle. La fille rappelle l'inspecteur en lui disant avoir reçu l'appel d'un type louche qui pourrait être celui qu'il cherche. Les enquêteurs se rendent au lieu de rendez-vous et arrêtent l'homme qui se débattra tellement qu'ils devront se mettre à 5 pour le menotter. L'homme que les enquêteurs viennent d'appréhender se nomme Yoo-Young-chul. Lorsqu'il lui demande pourquoi il s'est autant débattu, Yoo-Young-chul leur répondra « Eh merde, vous serez tous promus si je vous dis que j'ai tué des gens. » L'inspecteur ne le croit pas du tout et lui dit qu'il est impossible qu'il ait tué car il n'avait pas les épaules pour. Il lui donnera même un petit coup sur la tête, comme pour lui dire d'arrêter de raconter des absurdités. Yoo-Young-chul répond « Ces 4 meurtres, c'est moi. C'est moi le tueur. » L'inspecteur n'y croit pas vraiment, mais prend tout de même quelques notes. Yoo-Young-chul demande de quoi écrire et se met à tracer des bâtonnets. Lorsque l'inspecteur lui demande de quoi il s'agit, il répondra « C'est le nombre de personnes que j'ai tuées. » Yoo-Young-chul demandera à se confesser à sa mère. La mère de Yoo-Young-chul se présentera au commissariat et il lui avouera les meurtres. Sous le choc de ces révélations, la mère de Yoo-Young-chul perd connaissance et est emmenée à l'hôpital. Les enquêteurs décident d'emmener Yoo-Young-chul sur les scènes de crime afin de vérifier ses confessions. Le directeur d'enquête fera arrêter la voiture à 500 mètres de la maison dans laquelle s'est produite l'affaire de Gugidong. Yoo-Young-chul leur montrera la maison à côté de celle où se sont déroulés les meurtres. Il déclarera avoir laissé l'une de ses victimes sur le dos alors qu'elle a été retrouvée sur le ventre. Tout ce que dit Yoo-Young-chul est faux, à tel point que certains enquêteurs doutent qu'il soit le tueur. Le directeur d'enquête ne partage pas cet avis et comprend rapidement qu'il s'agit d'une manœuvre soigneusement préparée par le suspect. Les enquêteurs décident de ramener Yoo-Young-chul à la salle d'interrogatoire, mais pendant l'interrogatoire, Yoo-Young-chul fera une crise d'épilepsie et demandera à être démenotté. Au vu des symptômes présentés par le suspect, les enquêteurs n'auront d'autre choix que de le démenotter et l'asseoiront sur une chaise. Yoo-Young-chul finit par recouvrer ses esprits et 2 inspecteurs le conduisent à la salle d'interrogatoire. L'un d'eux quitte la pièce. Yoo-Young-chul sort à sa suite. Chacun des 2 inspecteurs croyant que le suspect était resté avec l'autre, Yoo-Young-chul parviendra à s'échapper en courant par les escaliers. Bravo la communication. Maintenant, il va falloir retrouver un tueur en série dans une ville de 10 millions d'habitants. Une aiguille dans une botte de foin. À moins d'un miracle. Une équipe de 120 inspecteurs est mobilisée pour ratisser les rues de Séoul. En vain. Yoo-Young-chul se cachera chez sa mère après s'être débarrassé de sa masse dans une poubelle du quartier. Alors que tout espoir de retrouver Yoo-Young-chul s'éteint peu à peu, l'un des inspecteurs a une intuition. Les prostituées étant la cible principale de Yoo-Young-chul, il se dit qu'il a de bonnes chances de le trouver dans le quartier chaud de Séoul. Suivant cette intuition, les enquêteurs se rendent à proximité de la gare de Yongdong-po. Et là, miracle. Ils aperçoivent Yoo-Young-chul en train de traverser la rue. Une course-poursuite s'engage et les enquêteurs auront beaucoup de peine à immobiliser Yoo-Young-chul, qui leur dira « Vous serez choqués en découvrant qui je suis vraiment. » Les enquêteurs le ramènent à la salle d'interrogatoire. Yoo-Young-chul passe aux aveux et dessine des plans des scènes de crime, en y incluant des objets et leurs emplacements. Détails ne pouvant être connus que des policiers et du tueur. En avouant le meurtre et le démembrement de plusieurs prostituées, Yoo-Young-chul mène les enquêteurs dans une forêt et s'arrête à proximité d'une bambouseraie. Au sol se trouve un bouchon en plastique laissé là par Yoo-Young-chul lui-même pour marquer l'emplacement du corps. Les enquêteurs creusent et tombent sur un os. Ils reviennent le lendemain sur les lieux avec la police scientifique. Informés de l'affaire, des médias du monde entier sont présents, à tel point que l'un des inspecteurs couvrira le visage de Yoo-Young-chul avec un masque et le coiffera d'une casquette de baseball. Il lui fera également porter un imperméable jaune, ce qui vaudra à Yoo-Young-chul son surnom de Raincoat Killer. Les policiers trouveront 18 membres et têtes appartenant aux victimes, un mois après leur inhumation. Seules leurs empreintes digitales
permettront leur identification. Devant la presse, Yu Hung-chul déclarera « Je veux que ça serve de leçon aux femmes, qu'elles se rappellent de ne pas se conduire comme des prostituées, et que ça serve de leçon aux riches aussi. » Sur les indications de Yu Hung-chul, les enquêteurs retrouveront la masse qu'il a utilisée pour commettre ces meurtres dans une poubelle. Le prélèvement d'ADN sur la masse permettra de relier Yu Hung-chul au meurtre d'Ann Jason, vendeur ambulant dont le meurtre n'avait pas été résolu. Les enquêteurs apprendront plus tard que Yu Hung-chul avait tenté de l'escroquer en se faisant passer pour un policier à l'aide d'une fausse plaque. Le vendeur ne s'étant pas laissé tromper, Yu Hung-chul avait choisi de l'éliminer et de brûler sa fourgonnette pour effacer les preuves. En décembre 2004, Yu Hung-chul sera inculpé d'une vingtaine de meurtres et condamné à la peine de mort. Il se trouve, aujourd'hui encore, dans le couloir de la mort. L'affaire Yu Hung-chul aura vraiment donné du fil à retordre aux enquêteurs. Mais elle aura provoqué une prise de conscience qui permettra d'améliorer les techniques médico-légales, l'efficacité des procédures, les compétences des inspecteurs et le système policier coréen dans son ensemble. Telle est la contribution de Yu Hung-chul à cette société qu'il voulait punir. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez maison dans les commentaires, puisque c'est dans des maisons ou chez lui que Yu Hung-chul a commis la majorité de ses meurtres. N'oubliez pas les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir, surtout pour une première vidéo, et d'activer la petite clochette pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Et puis, annyeonghaseyo.